je vais vous parler de monnaie. Je vais articuler cette intervention autour de 10 énigmes ou 10 idées reçues sur la monnaie. Pour présenter la monnaie, qui est un objet assez étrange, il y a plusieurs façons de le faire. On peut faire un cours un peu type cours d'université, cours d'amphi. On peut essayer de présenter la monnaie à travers des exemples concrets. Et puis, il y a des exercices peut-être un peu plus ludiques, et j'espère que celui-ci le sera, en essayant de montrer quelles sont les énigmes, les questions qui se posent autour de la monnaie. Alors, des fois, il y a des points que je ne développerai pas, parce qu'il y en a quand même pas mal à discuter, tout simplement parce que ça va permettre de tendre la perche à des questions. Et je suis certain que certaines des énigmes sur la monnaie que je vais présenter vont susciter des réactions. Alors, si vous souhaitez approfondir ces questions sur la monnaie, aux économistes atterrés, on a sorti en janvier dernier un petit bouquin qui s'appelle « La monnaie, un enjeu politique ». C'est un ouvrage qui a le label économiste atterré, puisqu'on est 5 des économistes atterrés à avoir contribué à sa rédaction. Donc Jean-Marie Haribey, que vous avez sans doute déjà invité, je suppose, Esther Jeffers, Jonathan Marie et Dominique Plion. Et tous les 5, on a écrit ce bouquin sur une période assez longue, sur 2-3 ans. Ça a été compliqué, parce qu'en réalité, on s'est rendu compte que faire un ouvrage qui soit à mi-chemin entre l'ouvrage pour des étudiants, disons, de licence, master, et l'ouvrage pour un public éclairé, c'était pas facile. On ne voulait pas tomber dans le piège du manuel qui s'adresse uniquement aux étudiants et qui n'est pas forcément lisible par quelqu'un qui s'intéresse à la monnaie, mais qui ne veut pas non plus trop rentrer dans la théorie, quoi. Bon. Donc ça a été assez compliqué, et mais on est fiers du résultat. Le bouquin se vend très bien, et on est fiers aussi du format, parce que c'est aux éditions du Seuil, la collection Point. Il n'est pas cher, il est 8,30 €. Et c'est vrai que pour les étudiants, pour les jeunes, c'est un bouquin qui est assez rapide à lire et puis accessible en termes de prix. Bon, l'autre ouvrage avec Michel Aglietta, que j'avais publié il y a 2 ans, c'est un ouvrage un peu plus académique. Pour ceux que ça intéresse, c'est un ouvrage qui approfondit un peu plus les questions théoriques autour de la monnaie. Michel Aglietta, quelques mots. Bon, Michel Aglietta est sans doute l'économiste français avec André Orléans, qui sont les plus productifs sur la monnaie depuis les années 80. Et ça a été, là encore, un travail très long, très compliqué, mais avec un résultat qui a été à la hauteur de nos ambitions. Alors, sur la monnaie, donc, je vous ai dit 9 énigmes, avec cette question de la politique qui se pose derrière la monnaie. La première énigme, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête quand on se pose la question de la monnaie, c'est qu'il faut absolument éviter la confusion entre monnaie, d'une part, et argent, d'autre part. La monnaie et l'argent, ce n'est pas la même chose. Pour nous, en tout cas, pour les économistes critiques. L'argent, c'est une richesse qui est stockée, qui est accumulée, qui est en quelque sorte morte, dans le sens où elle n'apporte rien à la société. Si on planque des lingots d'or ou des lingots d'argent sous son matelas, ça n'a aucune utilité économique et sociale. Donc l'accumulation de richesses sous cette forme n'a aucun intérêt. Alors c'est peut-être un intérêt pour celui qui le fait, ça le rassure peut-être, ça le rassure pour ses vieux jours. Les psychanalystes expliquent aussi que ceux qui accumulent beaucoup d'argent sont aussi dans une logique où ça leur donne l'impression, consciemment ou inconsciemment, qu'ils sont immortels, parce qu'ils ont accumulé beaucoup de richesses qui, elles, survivront. Mais ça n'a pas d'utilité pour la société. La monnaie, normalement, c'est un bien commun, c'est un bien public, elle doit avoir un lien étroit avec la société et elle doit servir les intérêts de la société. Dit en d'autres termes, l'argent, c'est un stock de richesses, alors que la monnaie, c'est une richesse qui circule et qui répond, normalement, on va voir que ce n'est pas toujours le cas, aux intérêts de l'économie réelle et de la société. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut avoir bien en tête. L'argent, chez nous, chez les économistes, n'a pas bonne presse, alors que la monnaie, justement, est plutôt quelque chose c'est un outil, c'est une institution qui est essentielle. Deuxième énigme, sur laquelle je vais m'arrêter un peu plus longtemps. Contrairement à ce qu'ont dit les économistes pendant très longtemps, la monnaie a toujours existé. Dans les cours d'économie,
dans les cours de vulgarisation sur la monnaie, on trouve très souvent l'idée qu'un jour, on aurait inventé la monnaie pour compenser les limites du troc, comme si les sociétés, pendant des siècles, avaient fonctionné sur la base du troc exclusivement. Puis un jour, c'était dit, on va inventer un instrument qui va accélérer, faciliter les échanges, la monnaie. Bon. Les travaux qui ont été menés avec des historiens, avec des anthropologues, avec des économistes, avec des historiens économiques, ont montré depuis pas mal de temps que la monnaie a toujours existé, mais existé sous une forme différente, selon les époques, selon les sociétés, selon les besoins auxquels on cherchait à apporter des solutions. En réalité, la monnaie a existé à partir du moment où l'homme est devenu sédentaire. À partir du moment où l'homme est devenu sédentaire, il est apparu le besoin de compter les richesses, les richesses, pas forcément de la richesse matérielle, hein, même des richesses, ça peut être des richesses symboliques, de compter les dettes sociales, les dettes numériques. Et très rapidement est née ce qu'on appelle l'unité de compte. Alors l'unité de compte, c'est la base de la monnaie. Alors on trouve ça dans les sociétés primitives, on trouve ça dans les sociétés non capitalistes. Dans toute société, on utilise un instrument qui permet de compter les richesses, de compter les valeurs, qui ne sont pas forcément des valeurs économiques, hein, ça peut être des valeurs sociales, et qui permet d'évaluer les dettes. Alors ça dépend des époques, ça dépend des sociétés. Mais au tout début, les premières formes de monnaie étaient des monnaies marchandises. Ça pouvait être du sel, ça pouvait être du bétail. Ensuite sont apparues les monnaies métalliques, les monnaies frappées. Donc là, avec un souverain qui est en charge de l'émission. Puis ensuite sont apparues d'autres formes monétaires plus sophistiquées, avec les monnaies sous forme de papier. Donc là, c'est une innovation assez intéressante parce que le papier en soi n'a pas forcément de valeur et va permettre de pouvoir faire circuler des valeurs. Bon, et au fil du temps, on a eu une forme de dématérialisation de la monnaie, en quelque sorte, à tel point qu'aujourd'hui, on parle de cybermonnaie ou de crypto-monnaie ou de monnaie numérique. Aujourd'hui, on a des monnaies qui sont complètement dématérialisées, qui utilisent uniquement le numérique. Donc, dans l'histoire, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est cette dématérialisation croissante des instruments qui servent de support pour compter les dettes, compter les valeurs. Mais dans toute société, il y a ça. Il y a un économiste, peut-être que vous l'avez déjà invité, Jean-Michel Servet, qui s'est intéressé aux monnaies dans les sociétés africaines traditionnelles, qui s'est intéressé aussi aux monnaies dans des sociétés qui vivent en isolement volontaire. On s'aperçoit qu'il y a des instruments. Alors évidemment, quand on est occidental, on débarque dans ces sociétés, on ne comprend pas tout de suite que c'est un instrument pour compter, mais dans toute société, on a ce type d'instrument. Alors ça, on le développe dans le livre avec Michel Aglietta, c'est le premier chapitre, cette genèse, cette histoire de la monnaie. Alors évidemment, cette vision des économistes, cette fable du troc, selon laquelle on aura inventé un jour la monnaie, il faut l'évacuer. Parce que si on prend en considération cette histoire de la monnaie, on s'aperçoit que la monnaie, là encore, a un lien avec la société. La monnaie, c'est ce qui réunit les agents économiques, diront les économistes, c'est ce qui réunit les membres d'une communauté. Elle les réunit non seulement à travers un système de paiement, qui leur permet de payer entre eux, elle les réunit aussi sur des valeurs. Ça peut être des valeurs symboliques. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que la monnaie a une dimension politique. Derrière la monnaie, il y a aussi des symboles politiques qui sont véhiculés. On peut également... il suffit de regarder par exemple les symboles qui sont imposés sur les pièces et les billets pour comprendre que la portée politique des messages de ces supports monétaires est très forte. En ce sens, ce sont des médias qui permettent de faire circuler un message. Alors, troisième idée reçue, qui a été très souvent développée par les économistes, la monnaie n'est pas qu'un simple intermédiaire des échanges. La monnaie, quand elle est présentée en général, on dit qu'elle a trois fonctions. Et on oublie de dire que ce sont trois fonctions économiques. Première fonction économique, unité de compte. Ça sert à compter. Deuxième fonction,
La monnaie sert d'intermédiaire des échanges, sert de moyen de paiement. Et puis troisième fonction, la monnaie est une réserve de valeur. Elle permet de conserver de la valeur. Bon. Et pendant très longtemps, les théories économiques se sont construites sur ces trois fonctions de la monnaie. Or, les travaux de Michel Aglietta, notamment d'André Orléans, et de tous les économistes, on va dire, institutionnalistes de la monnaie aujourd'hui, ils sont très nombreux en France, montrent que la monnaie n'est pas qu'un simple intermédiaire des échanges, et la monnaie a d'autres fonctions que ces trois simples fonctions économiques. Alors, ces fonctions extra-économiques, en quelque sorte, que détient la monnaie, eh bien, c'est la fonction de lien social. La monnaie est un lien social. Elle unit, elle réunit les agents économiques, elle réunit les membres d'une communauté entre eux. On ne s'en rend pas forcément compte, mais si on y réfléchit un peu, on s'aperçoit que cette idée est quand même très forte. Aujourd'hui, toutes les questions qui se posent autour de l'euro montrent bien que justement que derrière l'euro, ce n'est pas seulement des questions d'ajustement de balance commerciale, la correction de déséquilibre, est-ce qu'il faut mettre en place des politiques d'austérité ou pas, c'est l'euro est-il une monnaie qui unifie les Européens entre eux? Et on voit bien que pour l'instant, la réponse est plutôt non, si on regarde les résultats depuis sa mise en circulation il y a 16 ans. Alors, cette approche institutionnaliste de la monnaie, j'insiste là-dessus, il faut savoir quand même qu'elle est très présente en France, mais qu'elle a tendance à se développer à l'étranger. Les travaux d'Aglietta, d'Orléans et d'autres, qui ont été traduits récemment, commencent à être cités dans la littérature académique sur la réflexion monétaire. Donc il y a ici une spécificité française qu'on ne connaît pas forcément, une expertise autour de la monnaie qui est en train de se développer depuis 10, 20 ans, qui est repris par des jeunes chercheurs et qui est en train de s'internationaliser. Donc ça me permet de faire une petite parenthèse pour dire qu'il ne faut pas désespérer de l'économie hétérodoxe en France. Il y a certains thèmes qui s'exportent. Et ces travaux sur la monnaie actuellement sont en train de s'exporter en Amérique du Nord, en Angleterre. Bon, il y a des auteurs comme David Graeber ou des sociologues de la monnaie en Angleterre qui s'appuient sur ces travaux désormais. Alors que dit cette approche institutionnaliste de la monnaie, très française, très francophone? Elle dit que la monnaie est un lien social, la monnaie est un bien commun. C'est un bien qui est commun à toute la société. Et donc, il y a une espèce de paradoxe dans cet instrument monétaire, car c'est à la fois un bien commun et un bien privé. Tout le monde cherche à s'accaparer la monnaie, parce que la monnaie, c'est une forme de richesse, c'est une forme de liquidité qui confère certains avantages dans les transactions économiques, mais c'est aussi un bien commun qui réunit la société. Donc là, il y a une espèce de contradiction. Aglietta appelle ça l'ambivalence de la monnaie. La monnaie est ambivalente. Elle est à la fois bien commun, puisqu'elle sert en principe la société et c'est le bien de tous, mais en même temps, c'est un bien que chacun cherche à s'approprier. Et donc là, on est au cœur d'une dimension très politique de la monnaie, car le fait d'être à la fois un bien commun et un bien privé fait qu'il va y avoir un conflit entre ces deux types de nature de biens. Le même bien est à la fois bien commun et peut être un bien privé. Donc ça veut dire, en d'autres termes, que certains agents économiques vont chercher à s'approprier la monnaie au détriment du reste de la société. Et donc là, c'est la fonction monnaie bien commun qui va être érodée au profit de certains. Alors évidemment, si on illustre cette hypothèse, eh bien, on peut l'illustrer avec le fait que depuis plusieurs années, les monnaies font l'objet de contestations. Ça peut être par exemple l'avènement des monnaies locales complémentaires est une forme de contestation monétaire par rapport aux monnaies légales. En général, il ne s'agit pas de remplacer la monnaie officielle, il s'agit de la compléter. Mais pourquoi est-ce qu'on cherche à mettre en place des monnaies locales? Eh bien tout simplement parce qu'on considère que la monnaie légale, la monnaie nationale ou l'euro par exemple, ne remplit plus les fonctions auxquelles normalement elle est associée. On considère que la monnaie ne sert plus les économies, ne sert plus les intérêts de l'économie réelle. La monnaie est au service de la finance et non pas de la société. Elle ne répond pas aux enjeux de la société d'aujourd'hui.
par exemple la transition écologique, l'emploi, la cohésion sociale. Et donc, on va créer à l'échelle locale, à l'échelle d'un territoire, une monnaie qui, encore une fois, n'est pas destinée à remplacer la monnaie nationale, une monnaie qui, elle, va être associée à des valeurs éthiques, qui va être associée à des objectifs partagés par ceux qui vont utiliser cette monnaie. Et donc, c'est une forme de réaction, en quelque sorte, au fait que la monnaie a été appropriée par les banquiers, par la finance, alors que normalement, la monnaie est un bien commun au service de tous. Alors, le fait que cette monnaie soit ambivalente, bien publique et bien privée, fait que on se pose la question du pouvoir de celui qui l'émet. Qui émet la monnaie? Alors ça, c'est une question qui suscite pas mal de polémiques. Pour être précis dans la réponse à cette question, il faut distinguer ce qu'on appelle l'émission monétaire et la création monétaire. Alors, c'est quoi la création monétaire? La création monétaire relève des banques. Ce sont les banques qui créent la monnaie. Et en particulier, les banques commerciales. Alors, les banques commerciales, ça peut être par exemple la BNP, la Société Générale, la Poste. En fait, ce sont les établissements de crédit. Ce sont eux qui ont le pouvoir de création monétaire. Et ce pouvoir de création monétaire, c'est un pouvoir que certains qualifient de magique, car les banques peuvent créer de la monnaie à partir de rien. Contrairement à une image qu'on peut avoir en tête, comme ça, d'une intuition qui est assez évidente, les banques ne créent pas de la monnaie uniquement à partir de réserves qu'elles ont collectées ou de dépôts qu'elles ont collectés. Elles peuvent créer de la monnaie au-delà de leurs réserves, au-delà des dépôts qu'elles ont collectés. Elles peuvent créer de la monnaie ex nihilo, c'est l'expression qui est utilisée par les économistes. Ça veut dire qu'elles peuvent créer de la monnaie à partir de rien, simplement par un jeu d'écriture. Si une entreprise vient les voir et leur dit « voilà, j'ai un projet à financer à hauteur de 10 000 euros », supposons que la banque n'a pas les 10 000 euros dans ses caisses, elle peut, c'est pas avec son stylo, c'est avec son ordinateur, par une écriture de compte, créditer le compte de son client, plus 10 000. Et elle écrit aussi dans ses comptes que cette entreprise lui devra 10 000 euros plus les intérêts plus tard. Mais elle peut créer 10 000 euros comme ça. Mais ça veut dire aussi que si le projet est jugé viable, s'il est évalué comme un projet qui va générer des revenus futurs, le pouvoir de création monétaire ex nihilo des banques est illimité potentiellement. Alors évidemment, je laisse de côté le fait qu'il y a une réglementation plus prudentielle, etc., qui limite quand même relativement le pouvoir de création monétaire, mais quand même, la spécificité des banques par rapport aux autres agents économiques, c'est qu'elles peuvent créer de la monnaie à partir de rien, contrairement à un ménage, contrairement à une entreprise classique. Ça veut dire que, par exemple, si une entreprise arrive avec un projet à 100 000 milliards d'euros, s'il est considéré comme viable, a priori, la banque pourrait créer un projet à 100 000 milliards d'euros, simplement par une écriture de compte. Parce qu'elle considère que l'emprunteur lui remboursera ces 100 000 milliards. C'est un prêt, en quelque sorte. Donc on voit bien qu'à travers cette logique du crédit, les banques, les établissements de crédit, c'est le vrai terme en fait, les établissements de crédit, ont un pouvoir magique, c'est le mot qui est utilisé par certains, puisqu'elles peuvent injecter de la monnaie dans l'économie de façon illimitée. Elles ne sont pas obligées d'avoir préalablement collecté des réserves ou des dépôts. Alors si elles collectent des dépôts, bien sûr qu'elles peuvent les reprêter, mais ce n'est pas comme ça que se fait la création monétaire dans une économie capitaliste, en tout cas dans les économies d'aujourd'hui. Alors évidemment, le problème c'est que certains, voyant que les banques créent de la monnaie pour faire autre chose que financer des projets d'investissement, voyant que les banques utilisent ce pouvoir de création monétaire pour financer d'abord la spéculation plutôt que financer l'économie réelle, eh bien, vont avoir tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Les banques sont nécessaires, dans une économie capitaliste, désolé de le dire, je ne défends pas les intérêts des banques, je peux vous assurer, mais on a besoin des banques dans une économie capitaliste, parce que ce sont les seuls agents qui peuvent créer de la monnaie ex nihilo. Le problème, c'est qu'elles abusent de ce pouvoir de création monétaire,
Elle crée de la monnaie à partir de rien pour financer des activités qui ne sont pas des activités liées à l'économie réelle. Ce sont des activités purement financières. Il y a un économiste britannique qui a été le big boss de l'agence de sécurité financière britannique, qui s'appelle Adair Turner, qui s'est amusé à calculer. Alors bon, son étude est un peu contestée parce que c'est difficile à calculer ça, mais quand même c'est un ordre de grandeur intéressant, qu'en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, seulement 15% des crédits créés par les banques servent à financer l'économie réelle. C'est-à-dire que lorsque les banques créent 100 de monnaie, il y a seulement 15 qui va financer l'investissement ou financer une activité économique réelle. Le reste, c'est des activités purement financières, finance de marché, spéculation. Donc évidemment, quand on voit ça, on se dit, mais les banques font n'importe quoi. Oui, elles font n'importe quoi. Mais malheureusement, ce n'est pas le pouvoir de création monétaire qui est à contester, c'est le fait qu'elles abusent de ce pouvoir de création monétaire. Si elles utilisaient ce pouvoir de création monétaire pour financer des projets qui ont un sens, qui répondent aux besoins de la société, eh bien, on verrait que les banques sont essentielles pour l'économie. Mais malheureusement, aujourd'hui, elles abusent tellement de ce pouvoir qu'on ne se rend plus compte de ça. Alors ça, tout ça pour dire que ce sont les banques qui créent la monnaie. On ne peut pas se passer des banques dans une économie capitaliste aujourd'hui. Bon. L'émission monétaire, c'est autre chose. Les billets, les pièces qui sont mises en circulation relèvent de la banque centrale. La banque centrale, c'est la banque des banques, en fait. La banque centrale, pendant très longtemps, était reliée à l'État. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce que depuis les doctrines néolibérales sur les banques centrales des années 90, la plupart des banques centrales, enfin en tout cas en Europe, sont devenues indépendantes du pouvoir politique. C'est-à-dire qu'a priori, elles sont déconnectées du gouvernement et de l'État. Mais normalement, la Banque centrale est un agent public. Et elle répond à un service public. Alors quel est le rôle d'une banque centrale ? C'est d'émettre les pièces et les billets, qui sont la monnaie la plus liquide qui soit. Mais ça, c'est simplement une petite fonction des banques centrales. Les banques centrales ont deux fonctions essentielles. La première, c'est de fixer les taux d'intérêt. Pendant très longtemps, on a cru, y compris les banquiers centraux, que c'était les banques centrales qui pouvaient contrôler la masse monétaire, la quantité de monnaie en circulation. Bon, en réalité, depuis les années 80-90, les banquiers centraux savent très bien qu'ils ne contrôlent pas les agrégats monétaires, ils ne contrôlent pas la masse monétaire. Ce n'est pas eux qui peuvent définir à l'avance quelle est la quantité de monnaie qui va être en circulation. La seule variable que les banques centrales contrôlent, ce sont les taux d'intérêt. On appelle ça les taux d'intérêt directeurs. C'est-à-dire, taux d'intérêt directeur, c'est les taux d'intérêt auxquels les banques vont pouvoir obtenir de l'argent liquide, de la monnaie banque centrale, auprès de la banque centrale quand elles en ont besoin. Alors on pourrait se dire, finalement, c'est un peu décevant si les banques centrales ne contrôlent pas la masse monétaire. Néanmoins, quand même, en contrôlant les taux d'intérêt, elles ont quand même une influence, elles peuvent avoir une influence sur l'économie. On considère qu'en gros, si une banque centrale décide d'augmenter fortement ses taux d'intérêt, c'est-à-dire l'argent qu'elle prête aux banques, les banques vont répercuter cette hausse des taux d'intérêt sur l'économie. Donc si les taux d'intérêt augmentent dans l'économie, pour l'ensemble des agents, a priori, ça va limiter la croissance économique. Si par exemple il y a un début d'inflation, eh bien on peut considérer qu'il va y avoir, par la hausse des taux d'intérêt, moins d'investissement, moins de croissance, et donc ça va calmer la croissance potentielle qu'il peut y avoir. Inversement, pour relancer l'économie, la Banque centrale peut fortement baisser ses taux d'intérêt. Parce que les banques vont répercuter cette baisse des taux d'intérêt. Et donc les entreprises vont pouvoir s'endetter à des taux plus faibles et donc avoir une activité économique plus forte. C'est le cas depuis une dizaine d'années. On voit bien que les taux d'intérêt sont à zéro, globalement. Ils n'ont jamais été aussi bas dans l'histoire. Alors certains disent que c'est une anomalie, mais ce n'est pas forcément une anomalie. Il y a des effets positifs et il y a des effets négatifs. Et on voit qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont très bas et que si aujourd'hui on décidait en Europe, par exemple, d'augmenter les taux d'intérêt fortement, c'est clair que les économies européennes s'effondreraient parce que l'endettement des agents économiques serait encore plus fort qu'il l'est aujourd'hui et surtout, il y aurait encore moins d'investissements qu'aujourd'hui. Donc la Banque centrale a ce pouvoir-là de maîtriser les taux d'intérêt
Et en bougeant ces taux d'intérêt, ça peut avoir un impact sur l'économie. C'est ce qu'on appelle la politique monétaire. Et l'autre prérogative importante de la Banque centrale, au-delà de cette maîtrise des taux d'intérêt, c'est la gestion de la liquidité. La Banque centrale fournit de la liquidité aux banques quand elles en ont besoin. Les banques, on l'a dit tout à l'heure, peuvent créer toute la monnaie qu'elles veulent. Mais si jamais les déposants, à un moment donné, veulent récupérer leur argent, à supposer qu'ils viennent en masse à un moment donné, est-ce que la banque commerciale peut leur remettre leur dépôt sous forme de billets et de pièces? Non. Donc là, la banque est obligée de se tourner vers la banque centrale qui va lui fournir ses pièces et ses billets. C'est ce qu'on appelle la fourniture de liquidité. Alors, ça, c'est une fonction qui est essentielle. La banque centrale doit fournir toute la liquidité qui est nécessaire pour les banques, parce que si elle ne le fait pas, le système bancaire s'effondre. Alors, on peut considérer que ce n'est pas normal que la banque centrale soit au service des banques commerciales. On peut considérer, d'un point de vue moral, ça peut être contestable, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Les banques centrales, finalement, là-dessus, n'ont pas beaucoup de pouvoir. Si les banques commerciales ont besoin de liquidité, elle est obligée de leur fournir, sinon le système bancaire s'effondre. Donc elles font semblant de faire croire qu'elles maîtrisent le niveau de liquidité des banques. Ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, dans les cas les plus sévères, cette fourniture de liquidité s'appelle, chez les économistes, le prêt en dernier ressort. En dernier ressort, si les banques ne peuvent plus se prêter entre elles de la liquidité, en dernier ressort, elles vont se tourner vers la banque centrale. C'est un peu comme un robinet, si vous voulez. Les banques ont besoin de liquidité, elles vont à la banque centrale, et la banque centrale décide d'ouvrir plus ou moins le robinet. Mais le problème, c'est que si elle ne fait pas du tout d'ouverture de robinet, eh bien, il y a un assèchement complet des banques. Et là, l'économie peut vraiment s'effondrer. C'est ce qui se passe de façon habituelle lorsqu'il y a des crises bancaires. On a vu ça à Chypre il y a quelques années. Ça pourrait être le cas en Argentine prochainement. On a besoin d'une banque centrale qui fournit la liquidité. Donc finalement, le pouvoir des banques centrales est relativement limité. Autre énigme qui est liée à celle-ci, c'est la question de l'inflation. L'inflation, c'est lorsque les prix à la consommation augmentent fortement. Pendant très longtemps, les économistes, en particulier les monétaristes, influencés par Milton Friedman dans les années 70-80, ont expliqué que s'il y avait de l'inflation dans l'économie, c'est parce qu'il y avait trop de monnaie en circulation. Trop de monnaie avait été créée. Et en particulier par qui? Par la Banque centrale. Bon, alors aujourd'hui, on sait que cette théorie, elle est invalidée puisqu'on sait que ce n'est pas les banques centrales qui contrôlent la masse monétaire. Et pourtant, pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, on enseigne ça à l'université, on explique que l'inflation peut être liée à une quantité de monnaie excessive. Parce que la Banque centrale est irresponsable. Elle fait fonctionner la planche à billets, c'est une expression qui est souvent utilisée. Et ceci générerait une quantité de monnaie trop importante par rapport aux besoins de l'économie, et donc les prix augmenteraient. Bon, en réalité, que ce soit les travaux des macroéconomistes ou les travaux des économistes institutionnalistes français que j'ai mentionnés tout à l'heure, on s'aperçoit que l'inflation et la forte inflation a d'autres causes que la quantité de monnaie excessive. L'inflation, le principal facteur d'inflation, c'est l'inflation par les coûts. Pourquoi est-ce que les prix se mettent à augmenter fortement? C'est parce que les coûts augmentent fortement. Alors ça, c'est quelque chose qui paraît une évidence. Bah oui, c'est une évidence, mais les économistes ont pendant très longtemps oublié cette évidence. Si les coûts augmentent, les prix augmentent. Il n'y a qu'à voir, par exemple, lorsque le prix du pétrole augmente, beaucoup d'entreprises françaises vont répercuter cette hausse des inputs, des produits entrants qu'elle utilise dans son processus de production, et va augmenter le prix du bien qu'elle produit, automatiquement. Un autre coût, c'est le coût salarial. Si les salaires augmentent fortement, eh bien, c'est un coût pour l'entreprise qui va avoir tendance à répercuter cette hausse des prix également. Donc l'inflation, ce n'est pas d'abord une quantité de monnaie excessive, c'est parce que les coûts augmentent pour différentes raisons. L'inflation, autre chose à savoir là-dessus, l'inflation, c'est aussi un rapport de force
entre les créanciers et les débiteurs. On a beaucoup... il y a quelque chose qui a réussi à s'imposer dans la tête des citoyens depuis les années 80 en France, c'est que l'inflation, c'est le mal économique premier. Bon, or, depuis le milieu des années 80, on n'a plus d'inflation en France. L'inflation est très faible. Et pourtant, on continue à penser que le principal problème, c'est l'inflation. Alors que le principal problème, c'est le chômage d'un point de vue économique. C'est quoi le problème de la France? C'est d'abord le problème du chômage. Et pourtant, on continue à penser, ah, si les prix augmentent, si on dépasse 3% d'inflation, c'est la catastrophe. Non, ce n'est pas la catastrophe. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préoccuper du pouvoir d'achat des ménages, pas du tout. Simplement, si aujourd'hui il y a un problème de pouvoir d'achat des ménages, ce n'est pas parce que les prix augmentent trop vite, c'est parce que les revenus salariaux augmentent pas assez vite. C'est ça le problème. Donc on a l'impression que les prix augmentent, ce qui est vrai en partie, ils n'augmentent pas tant que ça. En revanche, il y a un prix qui n'augmente pas beaucoup, c'est les salaires. Si vous regardez l'évolution des salaires, ils augmentent très peu. En économie, normalement, il y a une règle d'or qui dit que les salaires réels, c'est-à-dire les salaires corrigés du taux d'inflation, doivent augmenter à peu près à la même vitesse que les gains de productivité. Or, si on regarde depuis 30 ans en France, les gains de productivité ont globalement bien augmenté, sauf depuis les années 2000, et les salaires réels n'ont pas suivi. Donc à l'arrivée, il n'est pas étonnant que dans la tête des citoyens, il y ait cette impression de perte de pouvoir d'achat. Bah oui, il y a une perte de pouvoir d'achat. Mais pas parce que les prix ont augmenté trop vite, c'est parce que les salaires n'ont pas assez augmenté. Hein, et ça, c'est quelque chose qui est parfois difficile à faire comprendre. Parce que le discours monétariste, selon lequel l'inflation, c'est le mal premier, et c'est ça qui va entraîner la catastrophe économique, eh bien ça s'est imposé dans les esprits. Donc il y a des idées comme ça qui imprègnent les esprits pendant des décennies. Et nous, aux économistes atterrés, justement, on combat ces idées reçues, ces préjugés. Alors, une autre forme d'énigme à élucider, c'est la montée des innovations monétaires depuis une quinzaine d'années. Depuis, on va dire, le milieu des années 2000, on a vu apparaître en France, mais globalement dans tous les pays du monde, des formes d'innovation monétaire plus ou moins intéressantes et qui s'appuient en fait sur une logique de contestation monétaire. Et je vais prendre deux exemples qui concernent notamment la France. Prenons tout d'abord l'exemple des innovations monétaires sociales. L'exemple type, ce sont les monnaies locales complémentaires. Depuis 10 ans, on assiste à un développement, à une accélération de la mise en circulation de monnaies locales complémentaires. Tout à l'heure, en arrivant, j'entendais une dame qui intervenait sur la monnaie locale qui a été mise en circulation à Aix-en-Provence. On m'a expliqué que le lancement avait eu lieu ici même il y a 1 an, hein, c'est ça. C'est une des 40-50 monnaies locales complémentaires qui fonctionnent à peu près en France aujourd'hui. Ça n'existait pratiquement pas il y a 15 ans. Alors pourquoi cet engouement pour les monnaies locales complémentaires? Eh bien, tout simplement parce que la monnaie euro ne remplit plus sa fonction de bien commun. Et donc, à l'échelle locale, eh bien, on va se réapproprier la monnaie. Les monnaies locales sont une forme de réappropriation à l'échelle d'un territoire, d'un bien commun qu'est la monnaie. C'est pour ça que c'est super intéressant, les monnaies locales. C'est pas ça qui va qui va entraîner une sortie du capitalisme, ou c'est pas ça qui va, du jour au lendemain, transformer en profondeur l'économie mondiale. Néanmoins, à l'échelle locale, ça peut avoir un impact, et symboliquement, c'est très fort. C'est-à-dire, c'est remettre la monnaie au service de la société. Alors, je laisse de côté ces monnaies locales, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. L'autre forme d'innovation monétaire, c'est les monnaies numériques, les crypto-monnaies ou les cyber-monnaies. Il y a beaucoup de travaux là-dessus, on en parle beaucoup dans la presse. Alors, le principal instrument qui est connu, c'est évidemment le Bitcoin, une monnaie numérique très volatile, dont on ne parle plus tellement aujourd'hui. On en parlait beaucoup il y a quelques mois, mais un peu moins maintenant.
Bon, ces monnaies numériques, c'est pas uniquement, leur développement n'est pas uniquement lié au fait qu'on a aujourd'hui des outils techniques qui permettent le déploiement de ces instruments. Ce n'est pas uniquement ça, ce n'est pas seulement une innovation technologique, c'est aussi une innovation sociale. Ceux qui créent des monnaies numériques telles que le Bitcoin sont dans une logique, là encore, de réappropriation de la monnaie, comme les monnaies locales. Alors évidemment, avec des objectifs complètement différents. Par exemple, les adeptes du Bitcoin sont dans une logique, on va dire, anarcho-libertarienne, c'est ce qu'on écrit dans le bouquin des économistes atterrés, dans le sens où ils considèrent que la monnaie est contrôlée par les banques et par l'État. Et ils considèrent que le fait que ce soit un système qui soit en quelque sorte hiérarchisé, contrôlé, c'est mauvais. Il vaut mieux que ce soit les utilisateurs qui s'approprient cet instrument. Et effectivement, avec le Bitcoin, à travers la technologie blockchain, tout le monde, finalement, est concerné par cette monnaie, puisque la blockchain, c'est une technologie qui permet d'avoir un registre des différentes transactions actualisé en permanence grâce à son utilisation par tous les utilisateurs du Bitcoin. Donc il n'y a pas besoin d'avoir ce qu'on appelle un tiers de confiance, qui est en général aujourd'hui la banque dans les systèmes de paiement, puisque tout le monde, finalement, est générateur de la confiance dans le système de paiement, grâce à la technologie blockchain. Alors le problème avec les monnaies numériques, en tout cas le Bitcoin, c'est qu'évidemment derrière, il n'y a pas cette dimension sociétale, environnementale, territoriale qu'on a dans les monnaies locales complémentaires. Finalement, c'est quoi qui réunit les utilisateurs du Bitcoin? C'est l'appât du gain, parce que c'est une monnaie très volatile. Le fait, l'impression, parce qu'en fait c'est une impression d'échapper aux régulateurs. Et puis le fait de ne pas être dépendant d'une hiérarchie, d'une centralisation du système de paiement avec la banque ou la banque centrale. Mais sinon, à part ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, Bitcoin. Il n'y a pas cette dimension sociale, environnementale qui est très puissante dans les monnaies locales. Mais ce qui rassemble les deux, c'est quand même cette idée qu'on cherche à se réapproprier l'instrument monétaire à l'intérieur d'une communauté. Enfin, je terminerai avec un dernier point, parce que c'est le dernier chapitre du livre avec les économistes atterrés sur la monnaie. C'est la question de la monnaie au niveau international. Aujourd'hui, on a un système monétaire international qui est centré sur le dollar américain. Ça fait déjà bien longtemps. En 1944, à la conférence de Bretton Woods, les principaux pays de la planète s'étaient mis d'accord pour mettre en place une espèce d'ordre monétaire international. Cet ordre monétaire international a volé en éclats en 1971, lorsque les États-Unis ont annoncé au reste du monde qu'ils n'assuraient plus la convertibilité du dollar en or. C'est la fin du rattachement à l'or du dollar américain. Depuis, on est dans un non-système monétaire international. Il n'y a pas vraiment d'ordre monétaire international. On ne peut pas dire qu'il y a une gouvernance mondiale de la monnaie, encore moins de la finance. Néanmoins, la monnaie qui reste dominante encore aujourd'hui, c'est le dollar américain. Et ça risque de l'être encore pas mal de temps. Quand j'étais étudiant, il y avait des manuels ou des économistes très célèbres qui expliquaient que l'euro allait remplacer le dollar ou concurrencer le dollar comme monnaie internationale. Aujourd'hui, on nous explique que le renminbi, ou le yuan, la monnaie chinoise, va remplacer le dollar comme monnaie internationale dominante. Bon. En réalité, si on regarde les travaux des historiens monétaires, là encore, on s'aperçoit que lorsqu'il y a domination ou hégémonie monétaire à l'échelle internationale, ça se fait sur des périodes, la transition se fait sur des périodes très longues. Les États-Unis auraient pu être assurer l'hégémonie monétaire internationale à partir de l'entre-deux-guerres. Ils l'ont assuré seulement à partir des années 40 et surtout à partir des années 70. Si la Chine devient un jour devient un pays avec une monnaie internationale dominante, ce ne sera pas avant 20 ou 30 ans. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui montre que la monnaie est un enjeu politique, mais à l'échelle internationale. Le fait que les États-Unis émettent la monnaie internationale dominante, c'est un instrument de pouvoir. Ils ont des contraintes liées à l'émission de dollars pour l'ensemble de la planète, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. C'est ce que les économistes appellent le privilège exorbitant.
le fait que tout le monde utilise leur monnaie fait qu'ils peuvent a priori s'endetter de façon quasi illimitée. Si je sais que tous les autres vont utiliser la monnaie que je mets en circulation, un petit bout de papier, je vais avoir la tentation effectivement de m'endetter fortement. C'est ce qui se passe, hein. Les États-Unis sont structurellement déficitaires par rapport au reste du monde. Donc ça confère quand même un avantage, l'hégémonie monétaire. Alors le problème, c'est que cette hégémonie monétaire, elle est contestée là encore. Pas par l'Europe, parce que les Européens ne veulent pas remplacer le dollar comme monnaie internationale. Hein. Par la Chine, un petit peu. La Chine internationalise sa monnaie depuis 2010 avec des velléités hégémoniques. En tout cas, pas pour remplacer le dollar, en tout cas pas à court terme. Mais quand même, on voit bien que dans les pays émergents, dans les pays en développement, elle impose de plus en plus sa monnaie parce que c'est un instrument de puissance. Donc la question qui se pose ici au niveau international, c'est de savoir d'ici 10-15 ans, quel système monétaire international on va avoir. Est-ce qu'on va rester sur un dollar dominant alors qu'on voit bien que les États-Unis sont une puissance sur le déclin, entre guillemets, hein, sachant que le déclin, c'est long, hein, un processus qui prend beaucoup de temps. Est-ce qu'il peut y avoir des risques potentiels de conflit économique entre la Chine et les États-Unis sur les questions monétaires? On voit qu'aujourd'hui, c'est le cas sur le volet commercial. Si on enchaîne sur le volet monétaire et financier, ça peut dégénérer. C'est ce qui s'est passé dans les années 30. Hein. Et juste après les années 30, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce n'est pas à négliger, ça. Et puis là-dedans, évidemment, la question qui se pose, c'est quel est le rôle de l'Europe? L'Europe a créé une monnaie pour plusieurs pays. Pour l'instant, on essaie de régler nos problèmes en interne. Mais l'euro, c'est quand même une monnaie qui représente 25% à peu près des réserves internationales. Donc elle a quand même un peu de rayonnement international. Quelle va être sa place à l'avenir dans l'économie internationale? Donc on le voit, la monnaie, c'est un enjeu politique à l'échelle locale avec les monnaies locales, à l'échelle nationale, à l'échelle régionale ou d'un continent comme l'euro, mais aussi à l'échelle internationale. Et cette question, il ne faut pas la négliger.